Pas du tragique, on ne sera jamais joyeux. Les gens me demandent des fois, est-ce qu'on peut être heureux avec tout ce qui se passe? Le fait que ça soit passé à Paris, ça nous touche davantage, mais le fait qu'il y ait eu des morts, je ne suis pas convaincu que le nombre de morts en novembre, à l'échelle de la planète, soit supérieur à ce qu'il était les années précédentes. Et donc on sait bien qu'il y a des horreurs dans le monde, qu'il y a des enfants qui meurent, qu'il y a des gens qui souffrent. On sait bien que la vie est cruelle. Et donc si vous attendez, pour être heureux, voire pour être joyeux, que tout aille bien partout, vous ne serez jamais ni heureux ni joyeux. Donc oui, il faut, non seulement la joie peut s'accommoder du tragique, mais il faut que la joie s'accommode du tragique. D'ailleurs, je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on est triste pour les 130 victimes, les 130 morts, sans parler des blessés? On est triste parce qu'ils sont morts. Pourquoi est-ce qu'on est triste parce qu'ils sont morts? Parce qu'on trouve que c'est bon d'être vivant. Et donc, il y aurait quelques paradoxes à renoncer à jouir de la vie sous prétexte qu'on est triste de la mort de ces 130 personnes, alors qu'on en est triste justement que parce qu'on la vie est bonne. Et donc, il faut éviter les deux extrêmes, je dirais l'extrême de la niaiserie, qui vous dirait la vie est belle, la vie est merveilleuse, le malheur n'existe pas, mais ouvre les yeux, tu verras que le malheur existe. Et l'extrême du pessimisme qui vous dirait tout va mal, on est foutu, vraiment il n'y a plus qu'à serrer une balle dans la tête. Non, je crois qu'au contraire, c'est parce que la vie est bonne qu'il est tragique de la perdre. C'est parce que la vie est bonne que ces attentats sont tragiques, sont affreux. Et réciproquement, c'est parce que la vie est tragique qu'il faut savoir en profiter. Vous savez, il y a une phrase d'André Gide dans Les nourritures terrestres, je crois que c'est un livre qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui. Moi, je l'ai lu dans mon adolescence et ça m'a bouleversé. C'est un livre qu'il faut lire de préférence dans son adolescence. André Gide écrit la chose suivante: une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. C'est l'une des premières phrases, je crois, que j'ai admirées absolument, dans sa beauté, y compris avec l'apparente maladresse de la répétition du pas assez, qui n'est bien sûr qu'une beauté supplémentaire. Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous nous rappelions plus souvent que nous allons mourir, chaque instant de notre vie et de la vie de nos proches serait d'autant plus précieux, d'autant plus intense, qu'il se détacherait, comme dit encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort. Autrement dit, si nous ne mourrions pas, on pourrait parfois, je dirais presque, dédaigner de vivre, ou vivre comme ça sans y prêter attention, en laissant les choses filer. Mais comme nous savons que nous allons mourir, et comme nous savons que nous ne savons pas quand nous allons mourir, comme nous savons que la vie est fragile, que la vie est tendre, alors raison de plus pour profiter de chaque instant de notre vie et de profiter de chaque instant de la vie de ceux que nous aimons. Et donc, c'est Clément Rosset qui a raison, bien sûr, la joie et le tragique vont ensemble, doivent aller ensemble. Alors je vais... La joie d'un jeune chiot qui joue, qui retrouve son maître ou sa maîtresse, m'a souvent laissé envieux, pour tout vous dire. Je le dis dans mon texte, dans le catalogue, à propos de la joie de vivre, les jeunes chiots en sont capables plus souvent que les vieux philosophes. Et je crains que malheureusement, ça ne soit vrai. Voilà. N'accablons pas les philosophes, vous savez ce que disait l'Ecclésiaste, plus de savoir, plus de douleur. C'est vrai qu'une partie de la joie du jeune chiot est fondée pour une part sur son ignorance, évidemment. Il n'est pas au courant de tous les malheurs du monde, que nous sommes au courant de ça. Pour le reste, la joie de vivre, c'est pour ça que j'ai trouvé Bruno Chirot tellement courageux de se lancer dans une exposition. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit la première fois où on s'est vu, quand il m'a proposé de l'accompagner dans cette aventure. Je lui disais, c'est culotté. Parce que la joie de vivre est la plus difficile à saisir de toutes les joies.
Parce que le plus souvent, nous sommes joyeux de quelque chose. Et d'ailleurs, en toute rigueur, beaucoup des toiles, des œuvres qui sont exposées ici, c'est moins la joie de vivre que la joie de manger, dans certains cas, la joie de boire, la joie de faire la fête, la joie de prendre le soleil sur une plage, que sais. Autrement dit, c'est des joies qui ont une cause extérieure. Et donc, ce sont des joies qui dépendent de quelque chose. Si je suis joyeux parce que je suis sous le soleil exactement, il suffit d'un nuage ou d'une averse pour faire disparaître ma joie. Si je suis heureux parce que je mange un bon repas, il suffit d'une disette ou d'une indigestion pour rompre ma joie. Alors qu'au contraire, si je suis joyeux simplement de vivre, sans autre cause que le simple fait d'être vivant, voire sans cause du tout, comme dirait Clément Rosset. Clément Rosset dit « La vraie joie, la joie la plus pure, c'est celle qui n'a pas besoin de cause. » Si je suis joyeux parce que je suis joyeux, alors je ne dirais pas que ma joie est indestructible, parce qu'il peut me tomber une catastrophe sur la tête et je deviendrai triste comme tout le monde. Mais ma joie cesse d'être dépendante d'une cause extérieure. Elle est en quelque chose d'autant plus forte, paradoxalement, qu'elle est plus légère. Et je crois que la joie de vivre, telle qu'il nous arrive parfois de l'éprouver, mais moi, ça n'est pas mon affect le plus coutumier pour tout petit, hein, mais ça m'arrive comme à tout le monde. Oui, c'est la joie la plus légère, parce qu'elle n'a pas de cause extérieure, pas d'objet défini, et la plus forte. Alors, elle n'en est pas moins fragile pour autant comme tout ce qui est humain, mais je dirais qu'elle en est plus délicieuse. Les jeunes jouent en sont capables, les enfants aussi, fort heureusement les adultes parfois. Alors, pour faire comprendre ce que je veux dire, il ne faut pas être trop long là encore, mais pour moi, de toutes les œuvres qui sont rassemblées dans cette très belle exposition, celle qui illustre le mieux ce thème-là de la joie de vivre, hein, qui n'est pas la joie de faire ceci ou cela, mais qui est la pure joie d'exister. C'est l'immense petite toile de Picasso qui s'appelle « Femme courant sur la plage ». Je dis immense parce que je l'avais déjà vue, mais on la connaît surtout par reproduction, parce qu'elle est très souvent reproduite. Elle donne un sentiment de monumentalité. C'est-à-dire que moi, dans mon souvenir, c'est une toile immense, grand format. Et en fait, en gros, elle fait 40 cm sur 30. C'est une espèce de prouesse très picassienne, si j'ose dire, de rendre un sentiment d'immensité dans un petit format, mais surtout, ce qui est merveilleux dans cette toile, c'est que c'est l'illustration parfaite de la joie de vivre. Parce que, comprenez-moi bien, ces femmes ne sont pas joyeuses parce qu'elles courent. Elles courent parce qu'elles sont joyeuses. Oui, mais alors pourquoi sont-elles joyeuses? Sans raison. Elles sont joyeuses parce qu'elles sont joyeuses. Elles sont joyeuses d'exister. Elles sont joyeuses de vivre. Vous comprenez, la course à pied n'est pas l'objet de leur joie, non, non, c'est l'expression de leur joie. Et je trouve que dans cette toile, qui est par ailleurs fort belle, toute la puissance de Picasso, mais cette vivacité, cette légèreté dont il ne fait pas toujours preuve, mais là c'est le cas, là pour moi c'est la plus belle illustration de la joie de vivre. Alors, je sais de faire, et il y a le désir d'avoir. Alors effectivement, ce que je crois, c'est que le bonheur relève davantage du désir de faire, parce qu'en vérité, il est comblé dans l'instant, puisqu'on fait ce qu'on veut. Alors que le désir d'avoir, le plus souvent, est porté dans la vie. Personne ici ne désire avoir un frigidaire, sauf ceux qui n'ont pas de frigidaire. C'est pas de pauvres, hein, parce que ceux qui ont un frigidaire ne sont pas heureux d'avoir un frigidaire, parce qu'ils ne le désirent pas. Les seuls qui désirent un frigidaire sont ceux qui n'en ont pas, mais du coup ils ne sont pas heureux, puisqu'ils désirent ce qui leur manque. Alors c'est ce piège-là qui est le désir de possession, que Platon a très bien illustré dans le banquet. Qu'est-ce que c'est que ce désir-là? C'est le manque. On ne désire que ce qu'on n'a pas. Platon écrit « ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » J'ajoute simplement, et voilà pourquoi le bonheur si souvent est manqué. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Platon répond, être heureux, c'est d'avoir ce qu'on désire. Mais si le désir est manque, on ne désire que ce qu'on n'a pas, bien sûr. Et si on ne désire que ce qu'on n'a pas, on n'a jamais ce qu'on désire. Non pas qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Vous désiriez un frigidaire, un réfrigérateur, vous avez un réfrigérateur. Oui. Sauf que dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque puisqu'il est satisfait.
Et si le désir est manque, il n'y a plus de désir. Si bien que vous n'avez pas ce que vous désirez, vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous n'aviez pas. Vous me dites, chers amis, je suis désolé, être heureux, c'est pas avoir ce qu'on désirait, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, c'est pas ce que vous désirez. C'est ce que vous désiriez avant du temps où vous n'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, c'est pas moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance. Parce qu'en vérité, l'erreur de Platon, c'est d'avoir réduit le désir, comme faisait Bruno Giraud, il y a des précédents prestigieux malgré tout, au désir de possession, au manque. Alors que le désir en acte, le désir qui permet le bonheur, la joie, le plaisir, c'est pas le désir d'avoir, c'est le désir de faire. Par exemple, en ce moment, pour tout vous dire, je ne désire que vous parler. Si je ne le désirais pas, je ne pourrais pas parler. Et donc, il faut bien qu'il y ait désir pour qu'il y ait action. Mais dès lors que je désire vous parler, mon désir est satisfait dans l'instant, mais pas pour autant aboli. Il n'y a pas de manque. Hein, je ne suis pas en train de me dire, là, pourvu que je leur parle encore dans 30 secondes, si vous voulez. Non, non. Je ne désire rien d'autre à chaque moment que le mot que je prononce quand je le prononce. Eh bien, ce désir en acte, ça n'est pas le désir d'avoir, c'est le désir d'agir, et c'est le seul, me semble-t-il, qui peut nous rendre heureux. C'est ce que j'appelle le bonheur en acte. Parce que tout ce qu'on a, soit on ne le désire plus, personne ici en gros ne désire avoir un réfrigérateur sauf ceux qui n'en ont plus, soit quand on le désire, on a peur de le perdre. Et donc on n'est pas heureux non plus. Alors que le désir d'agir, il suffit de faire ce qu'on désire, c'est pas toujours possible, mais heureusement ça l'est parfois, et c'est le grand prix de la liberté. Il s'agit de faire ce qu'on désire pour que le désir soit à la fois satisfait dans l'instant, sans être pour autant aboli. Ce que dit René Char disait joliment de la poésie. La poésie, c'est l'amour réalisé du désir demeuré désir. Moi, je trouve ça encore plus vrai de l'érotisme. L'amour réalisé du désir demeuré désir. Réfléchissez-y. Quand vous faites l'amour, surtout quand ça se passe bien, vous ne manquez de rien. Pour tout vous dire, moi, c'est même un des rares moments où je ne manque vraiment de rien. Et on ne se dit pas vivement que le désir soit satisfait, vivement qu'on en finisse. On se dit, pourvu que ça dure, l'amour réalisé du désir demeuré désir. Ceux ici qui pratiquent la course à pied, dans ce beau moment du second souffle, un sentiment qui pourrait courir toujours, ils ne désirent rien d'autre que la foulée qu'ils accomplissent au moment où ils l'accomplissent. L'amour réalisé du désir de courir, demeuré désir. Eh bien, c'est la sagesse de l'action. Et donc Platon a raison de nous expliquer que le désir de possession, le manque, n'a jamais fait le bonheur de personne. Mais il a tort de vouloir nous les faire croire que c'est la seule forme de désir. Parce qu'il y a aussi ce que Spinoza appelle le conatus, la puissance d'exister et d'agir, c'est-à-dire le désir de faire ce qu'on fait au moment où on le fait. C'est ce que j'appelle le bonheur en acte, et à mon sens, c'est le seul qui ne manque pas. Justement, le bonheur en acte